Qui s'appelle PH Détective, dont vous avez peut-être entendu parler, qui était une enquête pan-canadienne sur le doctorat, les trajectoires des titulaires de doctorat ici au Canada, et puis les différentes compétences qui étaient associées euh, au doctorat. Et donc, on est parti en fait d'un constat assez simple, c'est que eh bien, le nombre de titulaires de doctorat au Canada augmente, sans pour autant que les postes dans l'académique augmentent. Et on s'aperçoit aussi que la majorité des doctorants qui rentrent dans un programme au doctorat ici au Canada veulent être professeurs, puisqu'ils disent qu'il y en a à peu près 60% qui veulent être professeurs, mais on sait qu'il y en aura moins de 20% qui auront un poste de professeur à temps plein au Canada, et il y aura plus de 60% des doctorants qui travailleront en dehors de l'université. Donc dans ce contexte-là, on sait que comme je disais tout à l'heure, le paysage de l'emploi des titulaires de doctorat change, puisque, eh bien, il y a, de plus en plus de PhD qui vont se retrouver à avoir un emploi en dehors, de l'académique. Et l'idée, c'était de savoir, est-ce que ces PhD sont prêts à, en fait, affronter, le marché du travail en dehors de l'académique? Donc on a regardé pas mal de choses et on s'est rendu compte qu'il y avait un manque, assez prégnant d'informations, pour les doctorants à ce que pouvaient, être les emplois en dehors de l'académique. Mais, il y avait aussi un manque assez important aussi d'informations auprès des entreprises sur ce que c'était qu'un doctorat, puisque les gens ne savent pas forcément quelle réalité recouvre, un doctorat. Et donc on a essayé de réaliser, une étude pan-canadienne qui visait finalement à identifier les compétences qui étaient à la fois nécessaires pour occuper certains emplois en dehors du milieu universitaire, mais aussi quelles étaient finalement les compétences qui étaient développées dans un programme de doctorat. Et si on pouvait en fait traduire le diplôme de doctorat en termes de compétences, de manière à pouvoir faciliter finalement cette reconnaissance mutuelle du doctorat entre finalement les titulaires de doctorat et les employeurs dans le secteur privé. L'idée étant de vraiment faciliter la rencontre entre titulaires de doctorat et employeurs, et d'essayer de donner des outils ou des méthodes ou des moyens aux deux parties de pouvoir se comprendre, de se rencontrer et de bénéficier l'un et l'autre des ressources qu'ils ont à leur disposition. Voilà. Donc je passe assez vite, je pourrais revenir un peu si vous le souhaitez. Notre question de recherche, c'était vraiment, d'une part, de définir le doctorat au Canada en termes de compétences, d'étudier en fait l'adéquation des compétences qui étaient développées par les doctorants lors de leur programme de doctorat avec les besoins finalement des employeurs, d'identifier les problèmes de stéréotypes entre les recruteurs et les PhD, et puis essayer de diffuser des outils et des recommandations. Donc ça nous a pris 18 mois de recherche. On a eu un peu moins de 1100 réponses de PhD à notre questionnaire en ligne et 155 employeurs. Les questions qu'on a posées dans ce questionnaire, c'était sur les compétences des PhD, sur les expériences professionnelles, les expériences de recrutement et les profils des PhD en emploi. Et on a ajusté les réponses de manière à avoir une représentativité de la population canadienne des titulaires de doctorat avec les données de cadrage qu'on a obtenues par StatCan. Donc, quand on regarde les carrières des PhD, 86% sont satisfaits de leur programme doctoral, ce qui est quand même une bonne nouvelle. Euh, 88% considèrent aussi que le doctorat a été important pour leur carrière, ce qui est aussi une bonne nouvelle. 52% des titulaires, donc, des titulaires de doctorat de notre enquête travaillent à l'université. 84% travaillent au Canada, ce qui est, comme vous le savez, une forte différence par rapport aux résultats qu'on peut obtenir, par exemple, en France, puisqu'il y a beaucoup plus de titulaires de doctorat qui travaillent à l'étranger. Et puis, 15% des titulaires de doctorat déclarent rechercher activement un autre emploi,
En fait, on estime qu'il y en a 11 qui recherchaient une meilleure opportunité tout en occupant déjà un poste. Ce qui signifie qu'il y a quand même 11 des titulaires de doctorat qui, bien qu'ils soient en poste, ne sont pas forcément satisfaits de leur job actuel. Quand on regarde les dynamiques de carrière, eh bien, on s'aperçoit qu'au début, donc peu après, en fait, leur soutenance, ils travaillent principalement à l'université. Et puis ensuite, on a, une courbe qui descend de plus en plus pour aller, vers le privé et le domaine de l'industrie ou du commercial. Et puis après les seniors, ceux qui ont 15-20 ans, de après la soutenance, sont, un peu plus dans l'université. Alors pourquoi? Bah, tout simplement parce qu'effectivement, c'est pas les mêmes c'est pas les mêmes doctorants, c'est pas comme l'étude qu'on a présentée tout à l'heure en France. C'est qu'effectivement, ceux qui ont 15-20 ans, il y avait plus de facilité à rentrer à l'université et donc forcément, ils se retrouvent plus à l'université que les autres là, mais c'est pas une courbe qui représente la dynamique, d'évolution des carrières, des PhD. C'est juste que, factuellement, à cette époque-là, il y avait plus de gens qui allaient, de poste à l'université. Voilà. Donc c'est pour ça qu'on a ces résultats-là. En revanche, quelque chose qui est assez intéressant et qui est assez significatif, c'est, cet aspect de stabilisation de carrière dont on a parlé un petit peu tout à l'heure. C'est-à-dire qu'en fait, on regarde et ça, on l'obtient vraiment à peu près dans toutes nos études, c'est qu'on a une stabilisation de carrière au bout de 6 ans. C'est-à-dire qu'au bout de 6 ans, on s'aperçoit très clairement que le nombre d'emplois permanents est bien supérieur, au nombre d'emplois, à durée déterminée ou pas permanents. Voilà. Donc ça, c'est un résultat qui est assez intéressant et qui, finalement, sur toutes les études qu'on a pu faire, dans le monde, est à peu près pareil. C'est-à-dire que les titulaires de doctorat ont une stabilisation professionnelle entre 5-6 ans, après la soutenance, quel que soit le pays, dans lequel ils sont, où ils ont fait leur doctorat. Et ça, c'est lié au phénomène structurel de post-doc, en fait, dans le doctorat. Heu Ensuite, on s'est intéressé au bassin de compétences des titulaires de doctorat et on a identifié, 38 compétences clés, qui sont propres finalement aux titulaires, de doctorat au Canada. Ces compétences, elles sont évidemment, susceptibles d'être influencées par différents facteurs, qui sont liés en fait au programme, de doctorat, donc comme la discipline, le mode de financement au cours du doctorat et cetera. En fait, on sait que ces compétences clés qui sont identifiées sont quand même des compétences qui représentent et qui traduisent bien, ce que peut faire un titulaire de doctorat, ce que peut acquérir un titulaire de doctorat, pendant son doctorat et après son doctorat. En revanche, on est allé un petit peu plus loin et on s'est demandé, est-ce qu'il existait finalement des compétences, qui, étaient indépendantes de ces facteurs, d'influence, donc indépendantes de la discipline dans laquelle on a pu faire sa recherche, indépendantes de son mode de financement, indépendantes des formations éventuellement qu'on aurait pu suivre, complémentaires. Et on a défini ce qu'on a appelé des compétences cœur, des PhD, qui sont, ces compétences-ci, qui sont en fait, des compétences qui ne sont pas influencées par tous ces facteurs-là et qui sont en fait communes à tous, les titulaires de doctorat au Canada. C'est assez intéressant. Alors ce qu'il faut bien comprendre, c'est que c'est pas, chaque compétence individuelle qui est spécifique, au doctorat. C'est la prise en compte de toutes ces compétences au sein d'une même personne qui va représenter, ce que c'est que réaliser un doctorat. C'est-à-dire que c'est la combinaison de ces 8 compétences-là qui sont spécifiques, au doctorat. Une fois qu'on a pu définir un petit peu, le doctorat en termes de compétences au Canada, on s'est intéressé à l'alignement des compétences. Est-ce que finalement, ces compétences-là sont des compétences qui sont «utiles» entre guillemets, pour, les recruteurs dans le privé, aussi? Et donc, on a regardé un petit peu ça et on a des résultats qui sont assez intéressants puisque, ça, c'est la première barre, c'est les compétences qui sont développées pendant le doctorat, donc par grand groupe de compétences, comme, il a été montré aussi, ce matin sur, voilà, le graphe des compétences.
Catherine. Donc, ensuite, on a les compétences qui sont valorisées pendant les entrevues d'embauche, les compétences pour lesquelles les employeurs vont recruter en fait les PhD et les compétences qui sont, selon les employeurs, améliorables, c'est-à-dire celles qui sont les plus faibles, entre guillemets, des PhD. Ce qui est intéressant, c'est que les titulaires de doctorat ont tendance à survaloriser en fait leurs compétences scientifiques et techniques au détriment d'autres compétences qu'on appelle plutôt les soft skills là, qui sont des compétences sur le comportement, les dispositions, etc. Et donc ça, c'est très intéressant. C'est que finalement, en fait, même si les employeurs recrutent principalement sur des compétences scientifiques, les titulaires de doctorat ont tendance à survaloriser ces compétences scientifiques et techniques-là dans leur entrevue et finalement, par ce biais-là, à sous-valoriser les autres compétences qu'ils auraient pu acquérir par la réalisation d'un projet de recherche. Donc ensuite, on a regardé un petit peu les résultats qu'on avait obtenus auprès des employeurs et on s'est demandé en fait quels sont les domaines de recherche des PhD qui travaillent au sein des entreprises. On s'aperçoit que finalement, tous les domaines sont plus ou moins bien représentés, même s'il y a des différences qui sont non négligeables, mais euh, les domaines de recherche sont bien représentés. On sait que la plupart du temps, les employeurs ont recruté des titulaires de doctorat pour des postes en recherche-développement, mais pas que, et on le verra ensuite. Et on sait aussi que les employeurs qui ont répondu, nous, à notre questionnaire, il y en avait 70% qui avaient déjà un PhD qui travaillait au sein de leur organisation. Donc, c'est des gens qui étaient effectivement un petit peu, qui connaissaient déjà en fait le doctorat. Et on s'aperçoit que cette condition-là est très importante puisque les employeurs qui ont déjà un titulaire de doctorat dans leur équipe, généralement, sont beaucoup plus à même d'en recruter d'autres parce qu'ils sont satisfaits de ce qu'ils font. Quand on regarde la satisfaction, effectivement, 99% des employeurs se déclarent satisfaits de leur PhD. Et ça, c'est aussi intéressant, c'est qu'il y a seulement dans 5% des cas qui considèrent que le diplôme n'était pas important ou nécessaire dans l'emploi. C'est-à-dire que c'est des emplois dans lesquels, effectivement, les PhD ont un avantage sur d'autres types de diplômes aussi. Et donc, ce n'est pas des jobs alimentaires, là, c'est des vrais emplois qui nécessitent un PhD. Et donc, ce que je vous disais un petit peu tout à l'heure, c'est que 88% des employeurs qui avaient embauché préalablement un titulaire de doctorat déclarent qu'ils en embaucheraient un autre facilement. Et, à des postes de R&D, mais pas que. C'est-à-dire qu'ils sont prêts aussi à les embaucher sur d'autres types d'emplois parce qu'ils se rendent compte que finalement, eh bien, le diplôme de doctorat apporte d'autres compétences que simplement les compétences de recherche scientifique. Donc, je suis allé un peu vite là, mais vous pouvez retrouver tous ces résultats-là sur notre site internet. Et les rapports sont à disposition librement. Et je vais conclure là-dessus. Donc, cette étude-là qu'on a réalisée, c'était la première qui a été vraiment à étudier le doctorat à travers le Canada. On a aussi comparé à la fois les opinions des titulaires de doctorat, mais aussi des employeurs privés, parce que ça nous semblait aussi essentiel de regarder s'il y avait cette adéquation qui était là. On a montré aussi qu'il y avait des compétences qui étaient autres que des compétences purement scientifiques et techniques, et que ce n'étaient pas forcément des compétences qui venaient de par des formations complémentaires, mais c'était des compétences qui arrivaient et qui étaient développées de par finalement le travail de recherche que peut effectuer le doctorant pendant son doctorat. Et ça, c'est aussi quelque chose d'intéressant.
On voit aussi que les PhD utilisent leurs compétences dans plein de domaines différents, dans plein de secteurs d'activité différents, dans plein d'organisations différentes, dans plein de fonctions différentes. Il y a effectivement beaucoup de PhD qui sont dans le domaine de la consultance ici, et ça, c'est des vrais emplois qui sont de plus en plus prisés, à la fois par les compagnies, puis par les titulaires de doctorat. Et puis, la majorité des titulaires de doctorat sont satisfaits de leur programme de doctorat. Et puis, les recruteurs, en fait, sont satisfaits aussi des PhD et souhaitent en embaucher davantage. Donc, c'est une petite note d'optimisme, mais qui est assez intéressante. Donc, en fait, on nie pas qu'il y a il y a encore des problèmes là, il y a encore des soucis, mais on voit qu'il y a quand même une tendance qui est largement à l'amélioration et qu'on voit un avenir radieux pour les PhD ici au Canada. Voilà, je vous remercie de votre écoute. Est-ce que vous avez des questions? Bonjour, merci effectivement de cette vision un peu plus optimiste, c'est bien. Je me demandais, est-ce que vous avez fait une analyse plus précise en fonction des disciplines pour savoir s'il y avait où est-ce qu'on valorisait davantage les PhD par rapport à d'autres, est-ce que ça varie en fonction des disciplines finalement? Oui, tout à fait. Ça varie en fonction des disciplines. Alors, il y a différentes choses qui varient. D'une part, on a essayé, justement, comme je le disais tout à l'heure, de sélectionner des compétences qui ne varient pas en fonction des disciplines. Ça, c'est aussi important de montrer qu'il y a un socle commun, finalement, quelle que soit la discipline, qui existe. Ça, pour nous, c'est vraiment important. Et d'autre part, effectivement, comme vous le voyez, forcément, les employeurs recrutent pour l'instant la majorité des PhD pour des postes en recherche et développement. Fait que forcément, suivant les disciplines, il ne va pas y avoir le même nombre d'emplois parce que la recherche-développement n'est pas forcément développée pareil là, dans tous les domaines ici au Canada. Je sais qu'à Montréal, évidemment, vous savez tous, il y a tout le domaine de l'intelligence artificielle qui explose là. Il y a tout le domaine aussi, beaucoup dans la biologie, des choses comme ça qui marchent très bien. Mais tout ce qui est sciences humaines et sociales, il y a aussi pas mal d'emplois qui se créent de plus en plus parce qu'il faut accompagner justement ces changements technologiques, ces évolutions technologiques. Maintenant, effectivement, il y a des différences sur ces postes-là, sur ces emplois-là. En revanche, on s'est aperçu aussi, et notamment pour les postes de consultance qui deviennent un grand bassin d'emploi là, pour les PhD, c'est que finalement, les employeurs font de moins en moins attention à la discipline d'origine des titulaires de doctorat qui les rejoignent pour des postes en consultance, parce que en fait, eux, ce qu'ils recherchent, c'est d'avoir des, des employés qui sont capables d'avoir cette démarche scientifique qui se retrouve finalement dans tous les domaines du doctorat. Et donc, c'est plus là-dessus qu'ils vont faire leur recrutement. Et donc là, effectivement, il y a peu de différence en termes vis-à-vis de l'employeur. En revanche, c'est sûr qu'il y a des disciplines qui sont plus ouvertes que d'autres à aller travailler à l'extérieur de l'académique. Et donc, ça provoque des différences là, puisque il y a souvent, quand je rencontre des doctorants en sciences humaines et sociales, ils vont me dire: «Ah, mais oui, mais nous, il n'y a pas d'emploi pour nous dans le privé, puis ça ne sert à rien qu'on y aille». Et c'est une espèce de d'auto-censure, finalement, à essayer d'aller voir ce qui existe ailleurs, alors que finalement, il y a plein d'emplois aussi pour ce genre de discipline. Je ne sais pas si ça répond à la question là, mais ouais. Oui, donc j'avais deux questions. Vous avez une vision quand même, tu sais, le doctorat en France versus le doctorat au Canada, qui sont quand même deux structures très différentes. 3 ans versus 5, 6 ans, 7 ans, etc. Bon, est-ce que sur l'acquisition des compétences, il y a vraiment une différence entre les docteurs français, docteurs canadiens? Ça, c'est la première question. La deuxième question, c'est, je prends un exemple d'une autre étude, HEC, UDM Polytechnique. L'intention d'entreprendre est entre 60 et 70% chez les étudiants au cycle supérieur.
il n'y en a que 5%, moins de 5% qui font le saut vers l'entrepreneuriat. Est-ce que vous avez capté ça dans votre étude? Je vais commencer par la deuxième question qui est la plus facile. Oui, on a capté ça et il y a effectivement 5% des titulaires de doctorat qui entreprennent, qui soit sont indépendants, soit créent leur propre compagnie. Donc ça, on l'a bien capté et effectivement, c'est quelque chose qui est assez présent. Il n'y a pas de différence entre la France et le Canada là-dessus. Sauf que en France, 5%, c'est énorme par rapport à d'autres disciplines, enfin à d'autres types de diplômes. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qu'on a vu et qui est relativement constant. 5% d'entrepreneurs, c'est ce qu'on retrouve à peu près partout sur les titulaires de doctorat. Sur les compétences, oui, il y a des différences entre les doctorants français et les doctorants canadiens. Je ne sais pas encore pourquoi. On essaie d'investiguer ça, là, mais effectivement, il y a quelques différences. Ce pas des différences qui sont énormes, parce que on s'aperçoit que finalement, sur le référentiel de compétences, on a défini un référentiel de 121 compétences pour les doctorants et les titulaires de doctorat. Ce référentiel-là est le même pour la France et pour le Canada. En revanche, sur les compétences cœur, il y a quelques différences, effectivement. Ouais. Voilà. Et je pense que ça, c'est plus lié, alors c'est ce que j'ai l'impression, à effectivement la manière dont le doctorat est considéré et réalisé en France et au Canada. Voilà. Il y a des différences culturelles, structurelles, administratives, qui font que forcément les compétences sont peut-être développées, sont peut-être un tout petit peu différentes, même si ce n'est pas une très grande différence, mais il y a quand même une différence. Et j'avais fait une étude en France il n'y a pas longtemps pour vous illustrer un petit peu ça, qui était assez intéressante. C'est qu'en fait, on s'est rendu compte que les doctorants qui n'avaient pas de financement développaient finalement plus de compétences que ceux qui avaient un financement en France. Voilà, je m'arrêterai là. Mais... c'est comme Jean-François, elle n'a pas publié. Alors, super beau travail. J'aurais une question. Tu avais mentionné obstacles et outils dans certains des résultats de l'étude. Et tu as mentionné aussi que 5% des employeurs trouvaient que le doctorat n'était pas nécessaire au poste où la personne était. Après, j'imagine que si on va regarder les descriptions des postes où les gens sont allés éventuellement, doctorat n'était pas sûrement dans beaucoup de ces descriptions de postes. Ce n'est pas un requis, mais les employeurs qui connaissent savent qu'employer des doctorants, c'est bon. Donc ça, je pense que j'ai plus ou moins compris ça. Dans les outils, dans les obstacles, moi, après parler avec plein de monde, j'ai l'impression que un des obstacles, c'est ne pas connaître la culture de l'autre côté. Les entrepreneurs ne connaissent pas la culture du côté labo, les jeunes chercheurs de l'autre côté. Est-ce que vous allez créer un outil, vous avez pensé à créer une espèce de dictionnaire, c'est un Babelfish, un guide du routard pour le doctorant et vice-versa, des outils pour que les entrepreneurs connaissent mieux tout ce dont tu nous as parlé et que plus rapidement les gens puissent se mettre à parler les uns avec les autres et à trouver leur avenir professionnel versus faire un petit saut dans l'inconnu d'abord et après éventuellement évoluer vers des postes plus de mieux en mieux et plus en plus adaptés à leur projet de vie professionnelle. Ouais, merci beaucoup pour la question. C'est vraiment, ce qu'on voudrait faire, c'est ça, c'est essayer de faciliter la compréhension mutuelle de ces cultures qui peuvent être un peu différentes. Alors, développer des outils, nous, ce qu'on essaie de faire, et c'était le but de cette enquête-là, c'était d'essayer de traduire finalement ça en termes de compétences. Parce que finalement, l'entrepreneur, il sait exactement de quoi il a besoin comme compétences pour faire les jobs dont il a besoin pour que sa compagnie fonctionne là. Donc, on a essayé de traduire ça en compétences parce qu'on s'est dit qu'en traduisant finalement le diplôme de doctorat en termes de compétences, eh ben, ça allait aller mieux. Puis en fait, on s'est rendu compte d'un second problème qui est lié à celui-ci, c'est que finalement, les doctorants, ils ne connaissent pas leurs compétences.
Puis on a beau dire, bah, tu sais, ce job-là, là, ça prend cette compétence, cette compétence, cette compétence. Puis si le doctorant, il ne sait pas qu'il a ces compétences-là, ça ne marche pas. Donc, il y a aussi quelque chose à faire qui va être de faire un petit peu de la maïotique là, auprès des doctorants, de leur expliquer pourquoi, comment ils ont acquis cette compétence-là, de contextualiser en fait les compétences qu'ils ont pu acquérir par leur pratique de la recherche. Et donc ça, c'est un travail qui se fait à la fois dans les universités, dans les programmes doctoraux. Puis on discutait un petit peu aujourd'hui, on voit que dans toutes les universités ici au Québec, en tout cas, il y a cette volonté-là de la part des études supérieures, enfin des facultés d'études supérieures un peu partout, de donner des outils aux doctorants pour les aider à comprendre quelles sont leurs compétences et comment est-ce qu'ils vont pouvoir valoriser ces compétences-là dans leur poursuite de carrière, que ce soit dans l'académique ou en dehors de l'académique d'ailleurs. Donc ça, c'est vrai que c'est un travail à faire aussi. Puis après, on a vu qu'il y avait d'autres choses, c'est les différences culturelles qui peuvent exister entre effectivement le monde de l'entreprise, le monde de l'université. Et en fait, c'est vraiment un continuum parce qu'effectivement, entre deux universités, là, enfin, on peut dire que la culture entre McGill et l'UDEM, ce n'est pas la même. Puis on peut dire aussi qu'entre deux compagnies, les cultures ne sont pas les mêmes non plus. Donc il y a un espèce de continuum, effectivement, entre université et entreprise. Et donc, aller d'être très simple et finalement de dire, ah, dans l'entreprise, c'est comme ça, puis dans l'université, c'est comme ça, puis vous allez passer de ça à ça, c'est un petit peu, moi je trouve, pour ma part, que c'est un petit peu renforcer des stéréotypes qui vont mettre plus de barrières qu'elles vont en résoudre, quoi. Et donc, c'est pour ça que je pense que ce qu'on essaie de faire, c'est d'essayer d'attirer les gens sur un langage commun qui puisse se comprendre. Puis, au fur et à mesure, ils vont apprendre à se connaître, apprendre à se découvrir. Puis ça va marcher comme ça, là. Mais c'est un travail de longue haleine. Là. Ça fait comme 15 ans qu'on fait ça, là. Puis on n'est pas arrivé encore au bout, mais ça avance. Et je pense que ça commence à prendre un petit peu et les choses commencent à s'améliorer, là. En fait, moi, je me demandais si vous avez remarqué vous êtes intéressé aux inégalités de genre dans la satisfaction des compétences acquises dans les doctorats. Oui. Pour l'instant, on n'a pas trouvé de différence significative. Qui s'explique. Alors, c'est une réponse très rapide, mais il y a des différences qui sont liées, qui sont dans le genre. Mais ces différences-là, quand on regarde un petit peu plus, on s'aperçoit qu'il y a des facteurs cachés qui sont peut-être plus importants que la différence simple du genre. Par exemple, il y a des différences entre les disciplines, puis il y a des répartitions dans les disciplines de genre différentes. C'est-à-dire que, je dis n'importe quoi là, comme en biologie, il y a plus de femmes que d'hommes, parce que c'est comme ça là. Puis effectivement, est-ce que la différence qui va être liée au genre va être liée plus à la discipline qu'au genre? Ça, c'est des questions qui, pour l'instant, il n'y a pas de différence significative. Mathématiquement, il n'y a pas de différence significative. Donc, on est en train de faire plusieurs projets là-dessus, là, pour étudier justement la différence liée au genre dans les carrières en général dans l'académique. Puis, on a recruté une chercheuse là, qui s'appelle Jeanne Boisselier, là, qui est spécialiste de ça, là, du genre, qui travaille sur l'encadrement doctoral aussi. Donc, il y a des choses sur lesquelles, effectivement, on veut faire, mais pour l'instant, les études qu'on a faites, on a fait 2 études qu'on a publiées et il n'y a pas de différence liée au genre. Voilà.